Bonjour, bienvenue à ma chaîne. On continue donc avec la révision. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes les vidéos. Donc faites vite pour gagner du temps. Donc ne manquez pas le train. N'oubliez pas aussi de presser sur j'aime. Voilà, on commence. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va distinguer procédé d'écriture et figure de style. Donc d'abord, il faut mettre dans la tête que procédé d'écriture, c'est l'ensemble, alors que figure de style, c'est une partie des procédés d'écriture. Donc de quoi se composent les procédés d'écriture? Il y a trois types. Il y a ce qu'on appelle les procédés lexicaux, en rapport avec le lexique, en rapport avec les mots. Deux, les procédés syntaxiques, en rapport avec la construction de la phrase. Les modes, les temps utilisés. 3, les figures de style. Ce sont les procédés stylistiques. Voilà, on passe. On va commencer par les procédés lexicaux. Que veut-on dire par procédé lexical? Un procédé lexical peut être le champ lexical ou bien le type de vocabulaire. Si, dans une question de compréhension, on vous demande de dégager les procédés lexicaux, les procédés d'écriture, donc vous avez un choix entre les figures de style, les procédés lexicaux et les procédés syntaxiques. Si vous avez du problème à dégager une figure de style, donc n'hésitez pas, cherchez le champ lexical ou bien le type de vocabulaire afin de répondre à la question et d'avoir votre note. Donc soyez intelligent si on vous demande des procédés d'écriture et vous avez un problème avec les figures de style, c'est votre bête noire. Donc pensez souvent, raisonnez en termes de champ lexical ou de vocabulaire. Voilà. Que veut-on dire par champ lexical? Donc, champ lexical, c'est-à-dire on dégage de 3 à 4 mots. Pour moi, j'exige toujours qu'on me donne 4 mots ou expressions. D'abord, expression, c'est-à-dire groupe de mots, comme en arabe. Kalima ibara. Par exemple, une porte. Porte, c'est un mot. La porte de la classe, c'est une expression. Ça se compose de plusieurs mots. Donc, on peut dégager 4 mots ou expressions en rapport avec la même notion, avec la même idée. Par exemple, le champ lexical du bonheur, je peux dégager, bien sûr, toujours à partir du texte, heureux, rit, aux éclats, gai, un grand sourire. Donc ces mots, ce sont quatre expressions, heureux, rit, aux éclats, gai, un grand sourire, appartiennent à la même idée, renvoient à la même notion, même indépendamment du texte, hein. Loin du texte, loin du contexte, ils renvoient toujours ces mots renvoient à l'idée du bonheur. Donc voilà, je cherche mon champ lexical dans le texte. Ce sont des mots renvoyant au même thème, à la même notion. Pour le type de vocabulaire, il y a deux types. Il y a trois. On peut aussi dégager le vocabulaire affectif en rapport avec les sentiments. Mais soyons simples. Donc on peut parler de deux types. Le vocabulaire mélioratif, c'est pas amélioratif, c'est mélioratif. On peut dire aussi vocabulaire appréciatif ou valorisant. Exemple, utile, profit, bénéfique, avantageux. Par exemple, à travers ce texte, l'auteur montre les bienfaits de la science. Dégager un procédé d'écriture que le prouve. Je peux dire, à travers ce texte, le narrateur fait l'éloge de la science. Et pour ce faire, il utilise un vocabulaire mélioratif. Deux points. Et je donne par exemple utile, profit, bénéfique, avantageux. Le vocabulaire péjoratif, c'est le vocabulaire dépréciatif, dévalorisant. Il est connoté négativement. Donc, exemple, si on parle des effets néfastes de la guerre, on peut mettre cette idée en valeur par le procédé lexical, le champ lexical. Et bien sûr, le type de vocabulaire. Donc, c'est un vocabulaire péjoratif, fléau, victime, mourir, catastrophique. Ça relève du vocabulaire péjoratif, dévalorisant, qui montre l'atrocité de la guerre, qui montre les conséquences fâcheuses de la guerre. Avant d'oublier, lorsque vous dégagez le champ lexical, il faut le nommer. Il faut donner un titre à votre champ lexical. Par exemple, pour montrer son amour, le narrateur utilise le champ lexical de la passion. Pour montrer l'atrocité de la guerre, l'écrivain utilise par exemple le champ lexical de la mort. Voilà, il faut toujours nommer le champ lexical. On passe. Les procédés syntaxiques, ça concerne la syntaxe, la grammaire, la construction de la phrase. Donc, essentiellement, lorsqu'on dit procédé syntaxique, on pense le plus souvent à la fausse question. On l'appelle aussi la question oratoire, ou bien la question rhétorique, ou bien l'interrogation rhétorique.
L'interrogation oratoire, c'est l'équivalent de su'al inkari, istifham khatabi ou bien su'al balaghi en arabe. Donc ce n'est pas vraiment une question, hein, ce n'est pas une véritable question. Cette question n'attend pas de réponse. Voilà le test qu'on fait pour savoir s'il s'agit d'une véritable question ou d'une fausse question, c'est que la fausse question n'attend pas de réponse. Par exemple, Dieu, que vais-je faire? Est-ce que j'attends une réponse de Dieu? Bien sûr que non. Voilà un exemple donné en 2010 pour des littéraires au bac. Qui, dans les pays riches, accepterait de revenir à ce qu'était l'existence dans les siècles passés? Et si, bien sûr, on ne va pas dire oui, il y a des pays qui acceptent de remonter le temps, de retrouver les temps passés euh, avec leurs défauts, avec leurs points faibles. Non, on va dire ici que c'est une question qui montre que les gens sont attachés au progrès, ils veulent avancer, progresser, ils ne veulent plus retrouver le temps passé et les défaillances du temps passé. Voilà, donc ce n'est pas une véritable question, hein. Donc c'est pour insister sur un sentiment précis, sur une idée précise, non pas pour demander une information, parce que la véritable question, c'est le fait de demander une question. Ici, on ne demande pas, on ne s'informe pas, mais on exprime un sentiment, une idée, on met en valeur une idée. On passe. Troisième type de procédé, ce sont les procédés stylistiques, on les appelle aussi les figures lexicales. Donc voilà les figures de style les plus importantes que vous pouvez rencontrer à l'épreuve du bac. Donc on a la comparaison, la métaphore filée, donc qui exprime la ressemblance, l'analogie, tachab. L'énumération, la gradation, l'énumération aussi et l'accumulation sont deux notions très proches. On peut même utiliser l'expression accumulation ou énumération, ce sont des expressions interchangeables. Et la gradation, il suffit ici d'ordonner, d'évoquer des noms, de lister, d'énumérer. L'antithèse, l'oxymore, il y a ici l'idée de l'opposition. L'anaphore, l'idée de la répétition. L'hyperbole, il y a l'exagération, le mubalaghah. Donc on exagère, on diminue ou on augmente quelque chose de façon excessive, de façon qui dépasse la norme, qui dépasse le dosage, qui dépasse la dose. Voilà, on passe. Je commence par la comparaison, la figure la plus facile. Donc, la comparaison en arabe, c'est l'équivalent de muqarna, tashbih, qui dit comparaison, dit outil de comparaison. On insiste toujours sur le rapport de ressemblance d'analogie, mais on peut trouver une comparaison dans laquelle on exprime un rapport d'infériorité ou bien de supériorité. On peut dire, il est plus grand que son frère, il est moins intelligent que son frère. Ce sont des comparaisons. Mais on s'est habitué à parler du rapport de ressemblance, d'analogie, de similitude. Donc, toujours, on parle d'outil de comparaison. Il y a toujours un comparé et un comparant. Donc, sa barbe était d'argent comme un ruisseau d'avril. Le comparé, c'est la barbe argente, de couleur argent. De sa barbe grise. Donc, sa barbe en argent, sa barbe d'argent plutôt. Et comparé, c'est le comparé. Elle est comparée à un ruisseau d'avril. Donc voilà, le comparé, c'est la barbe d'argent. Le comparant, c'est le ruisseau d'avril. L'outil de comparaison, c'est comme. Donc on peut remplacer compare pareil à, tel, semblable à, pour tel. Donc tel, c'est un mot variable. Il fait l'accord avec le comparé ou bien le comparant. Si je fais l'accord avec le comparé, sa barbe, je mets tel à la fin de LE. Ou bien si je fais l'accord avec le comparant, un ruisseau, c'est masculin singulier, j'utilise tel à la fin elle. Je passe à la métaphore. La métaphore, c'est une comparaison sans outil de comparaison. Il y a un rapport d'égalité ici, bien sûr, c'est la ressemblance, l'analogie tachab, c'est en arabe l'isti'ara. Donc, c'est une comparaison, comme on a dit, sans outil de comparaison. Voilà, absence d'outils de comparaison. Exemple, cette femme est une véritable déesse. Déesse, c'est le féminin de Dieu. Donc ici, il y a un rapport d'égalité. Je peux mettre femme égale déesse. Ici, le comparé, c'est la femme. Le comparant, c'est déesse. Rapport de ressemblance et même rapport d'égalité. Voilà une astuce. Donc, je peux dire femme et déesse. La femme est déesse. Femme égale déesse. Donc, c'est une métaphore. La métaphore filée, c'est la métaphore qui s'étend sur plusieurs phrases. Exemple, Paris est un véritable océan. Jetez-y la sonde. Vous n'en connaîtrez jamais
la profondeur. Il y a trois phrases. Un, deux, trois. Donc, il y a trois expressions, il y a trois phrases en rapport avec la même idée, en rapport avec la même image. Donc, c'est une métaphore filée, mansouj en quelque sorte, qui traverse plusieurs phrases. Dans une métaphore filée, les mots qui renvoient à la même idée appartiennent au même champ lexical. Ici, océan, c'est la mer, la sonde, c'est un instrument utilisé pour mesurer les profondeurs. Ici, la profondeur en rapport avec la profondeur de l'océan, Amaq al-Muhit. Donc, on est dans le même thème, on est dans le même champ lexical. Donc, ici, c'est une métaphore filée parce que ce sont des comparaisons, sans outil de comparaison, qui relatent la même idée, qui parlent de la même idée. L'énumération ou bien l'accumulation, c'est très fréquent de trouver des énumérations à l'examen, des accumulations, c'est la même chose. C'est quoi une énumération? Ce sont des mots dérivés des verbes respectifs énumérés, accumulés, c'est-à-dire lister, donner, évoquer des mots, des expressions de même nature, c'est-à-dire de même classe grammaticale. On va donc évoquer, juxtaposer, accoler des mots ou bien des expressions de même nature, c'est-à-dire de même classe grammaticale, nom, verbe, adjectif ou autre, et de même fonction, sujet, CED, etc. Donc voilà l'exemple. Devant eux, sur deux petites tables carrées ou rondes, des verres contenaient des liquides rouge, jaune, vert, brun de toutes les couleurs. Voilà. Donc, ce qui est souligné, c'est l'énumération, l'accumulation. Donc, on a des mots de même nature, rouge, jaune, vert, brun. Ce sont des adjectifs de couleur. Et de même fonction, ce sont des adjectifs qualificatifs. Expansion du nom liquide. Donc, on a la même fonction et on a la même nature, la même classe grammaticale. Il faut faire attention. Hein. Donc, de toutes les couleurs ne fait pas partie de l'énumération. Mais si à l'examen vous dégagez rouge, jaune, vert, brun de toutes les couleurs, bien sûr, on va prendre pour juste, on va compter pour juste. Mais attention, parfois il y a des virgules, mais ça ne présente pas une énumération. Par exemple ici, devant eux sur de petites tables carrées ou rondes, des verres contenaient des liquides. Ici, on a des expressions ici devant eux sur des petites tables. Ici, c'est un complément circonstanciel de lieu. Des verbes, ici, c'est le sujet. Donc, on n'a pas la même nature. Hein. Donc, ici, groupe nominal, déterminant, non. Ici, on a un groupe prépositionnel qui commence par sur. De, préposition de, adjectif, non, adjectif. On n'a pas la même construction ni la même fonction. Donc, je ne peux pas dire, par exemple, sur de petites tables carrées ou rondes, des verres contenaient des liquides. Je ne peux pas dire sur des petites tables carrées ou rondes, des verres, c'est une énumération. Non, parce qu'on n'a pas la même classe grammaticale ni la même fonction. Ça, c'est un complément circonstanciel de lieu. Celui-là, c'est un sujet. Donc, c'est pas la même chose. Hein. Donc, regardez bien, on a des adjectifs de couleur, expansion du nom liquide. Je passe. Donc, la gradation. La gradation, c'est aussi le fait de lister, d'évoquer des termes, d'énumérer, d'accumuler des termes, mais selon une progression, selon un ordre, une progression ascendante, montante ou descendante. Donc, je répète, la gradation, c'est le fait de citer, d'évoquer des termes selon un ordre, selon une progression ascendante, montante ou descendante. Par exemple, je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. C'est une femme qui parle de son état lorsqu'elle rencontre son amant. Donc, je le vis, voilà, premier état, regard, rencontre, je rougis. Donc, la réaction, elle rougit, elle est timide. Je pâlis, ensuite, elle devient pâle à sa vue. Donc, voilà son état qui progresse. Donc, elle change d'un état à l'autre sous l'effet de la passion, sous l'effet de cette rencontre avec son amant. Voilà, donc ici, on suit une progression ascendante. Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Donc, voilà une gradation. Donc, je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue. Ce sont des indépendantes, ce sont des petites phrases, des propositions juxtaposées qui suivent une progression.
Maintenant, on va voir l'antithèse. Il y a déjà dans le mot antithèse, anti, c'est-à-dire contre. Opposition, thèse, c'est-à-dire idée. C'est-à-dire ici, le mot antithèse suggère l'idée d'opposition, de contradiction. Donc, on a affaire à deux idées contradictoires, contraires, opposées. Donc, c'est le fait de rapprocher des termes, idées, opposées. Exemple, je vis, je meurs. Je me brûle et me noie. Vie, c'est la vie. Meurt, c'est mourir. Brûler, me noyer, c'est-à-dire se noyer en rapport avec la mer, se brûler en rapport avec le feu. Donc deux idées contraires. Donc pour mettre en valeur une idée précise que par exemple le personnage principal est tiraillé, déchiré entre des sentiments contradictoires par exemple il souffre de l'effet de l'amour, par exemple, donc il y a des idées contraires, vie, meurt, brûle, me noie. Donc on rapproche des idées opposées afin de passer une idée précise, un message précis. C'était un mort qui vivait encore. On a deux idées antithétiques, opposées, contraires. Mort, c'est la mort. Le verbe vivait en rapport avec la vie. Deux notions opposées, contraires. Donc, bien sûr, lorsqu'on parle de l'antithèse, on n'accole pas côte à côte. On juxtapose pas côte à côte les mots contraires. Donc, voilà, vie se sont séparés par virgule par je. Ici, me brûle, il y a et qui sépare les deux expressions. Ici, meurt, donc entre mort et vivait, il y a qui. Donc, ce ne sont pas deux mots juxtaposés l'un à côté de l'autre. Par contre, si on rapproche deux termes dont le rapprochement est inattendu et surprenant, donc deux termes qui sont contraires et d'habitude incompatibles, qui ne marchent pas ensemble, le fait de les accoler, les mettre l'un à côté de l'autre, ça crée aussi une opposition, mais c'est pas l'antithèse parce que les deux termes opposés avec l'antithèse sont loin dans la phrase, ils ne sont pas l'un à côté de l'autre. Pour l'oxymore, les mots contraires sont l'un à côté de l'autre, ils sont accolés, on accole, donc avec l'oxymore, on accole deux mots, avec l'oxymore, on accole. Donc l'oxymore, il accole deux mots contraires l'un à l'autre pour donner bien sûr plus de force expressive. Voilà l'exemple. J'ai vécu une libre servitude. Voilà, donc libre et servitude l'un à côté de l'autre. Donc on a accolé l'un à côté de l'autre. Normalement, libre et servitude, esclavage, soumission, dépendance ne vont pas ensemble. C'est la liberté qui est contraire à l'idée de la servitude, de la dépendance, de la soumission, deux idées contraires. Donc, ils ne vont jamais ensemble, qui sont incompatibles. Donc, voilà, on les a accolés l'un à côté de l'autre. C'est un oxymore ou bien un oxymoron. C'est la même chose. Une douce violence. La violence n'est plus douce. Donc, la violence suggère l'idée de l'agressivité, l'idée de la brutalité. Donc, c'est brutal, c'est agressif, c'est tout à fait le contraire. Donc, douce violence, l'un à côté de l'autre, deux mots juxtaposés l'un à côté de l'autre et de sens contraire. Et normalement, leur rapprochement est inattendu. Donc, avec l'antithèse, deux mots, deux idées contraires, loin en quelque sorte dans la phrase, l'une est loin de l'autre, donc ce sont deux expressions séparées par une virgule par je, ici par et, ici non. Donc l'un à côté de l'autre. Douce violence, même douce c'est l'adjectif qui porte sur violence, et c'est l'expansion de violence. Ici libre, c'est un adjectif qui porte sur la servitude, expansion de la servitude. Donc deux mots qui sont d'habitude incompatibles. Maintenant, on passe à l'anaphore. L'anaphore, c'est la répétition. La répétition du même mot, de la même expression, au début de chaque phrase ou bien de chaque vers. Exemple, s'ils furent ma folie, ils seront ma raison. S'ils furent ma blessure, ils seront mon Achille. S'ils furent mon venin, ils seront le scorpion utile. Donc ici, c'est une strophe. Donc au début de chaque vers, on répète la formule s'ils furent, s'ils furent, s'ils furent, s'ils furent. Donc la répétition de la même formule, du même mot, de la même expression au début de chaque vers ou bien de chaque phrase forme ce qu'on appelle l'anaphore. C'est une forme d'insistance pour mettre en valeur une idée.
On finit avec l'hyperbole. Donc, elle utilise l'exagération المبالغة. C'est quoi donc le fait d'exagérer? C'est augmenter ou bien diminuer excessivement plus que la norme, la dose, plus que le normal, la vérité des choses pour produire bien sûr une impression, un effet. Donc, par exemple, ici, elle me confie à son sac, il pesait au moins 1 tonne. Donc, voilà l'exagération. Ici, on augmente, donc son sac est lourd. Elle me donne son sac pour l'aider. Donc, je conclus que, je remarque que son sac est très lourd. J'exagère pour montrer la souffrance lorsque je l'ai aidé à prendre son sac. Donc, au moins 1 tonne. Voilà, regardez bien même l'exclamation. Donc, c'est l'exagération. Voilà, on a terminé. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. C'est très important, c'est très utile. Croyez-moi, soyez nombreux. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime. Voilà, à très bientôt. Je vous aime.